Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui le plaisir d'avoir le FLM avec Emmanuel Combé, qui est chercheur à l'ADEME. L'ADEME est également un partenaire de la chaire climat, donc nous avons l'occasion de discuter de plusieurs sujets, celui d'aujourd'hui et les résultats d'un travail titanesque. Donc on va discuter avec Emmanuel et qui a été très bien, je dirais, ou très mal, on verra, repris par la presse, en tout cas qui a fait débat, en même temps que la vision aussi qui a circulé aussi sur les scénarios de RTE. Donc, sans doute quelque chose qui va nous projeter dans notre avenir. Donc, on va, j'ai le plaisir de te laisser donc, nous expliquer qu'est-ce que vous avez vu. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je me présente rapidement un petit peu plus. Moi, j'ai fait une thèse en économie, en macroéconomie et les effets distributifs de la fiscalité carbone. Des sujets qui vont être un peu lointains de ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je participe également au sein de l'ADEME à tout ce qui est la coordination de l'activité de prospective. Et donc, si vous voulez, on a eu… je crois que ça ne marche pas. Faire comme ça pour l'instant. Ça fonctionne? Merci. Donc en fait, pour reprendre un petit peu d'historique et vous expliquer dans quel cadre s'insère ce projet, l'ADEME, depuis 2013, a commencé à faire des scénarios intégrés de la transition énergétique surtout, qu'on essaye d'étendre à d'autres questionnements de la transition écologique et peut-être plus généralement de l'évolution de notre mode de développement. Et donc, ça s'insère quand même dans une gouvernance du climat qui a été instaurée en 2015, qui repose sur des documents de planification que vous devez connaître, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. À cela, il faut ajouter aussi la stratégie d'adaptation au changement climatique qui complète ce qu'on commence à discuter aujourd'hui pour la troisième version, c'est-à-dire la SFEC, la stratégie française énergie-climat qui rassemble ces trois textes. Et donc, ces travaux nourrissaient ces débats un peu nationaux sur les grandes orientations de la transition écologique. Donc, en 2013, et puis en 2017, on était à une époque où on fixait des grands objectifs, des grandes orientations, mais pas encore le détail des transformations de cette transition à mettre en œuvre. Et donc, on a voulu prévoir ce gros travail pour que ça sorte, d'une part, avant les débats des élections présidentielles, on pourra discuter de l'impact réel ou pas, et puis également pour nourrir le processus qui débute de cette stratégie française énergie-climat. Donc, on est en relation avec la Direction générale énergie-climat du ministère de l'Environnement, de la transition écologique. Et du coup, ça donne des matériaux, ça fait une somme de connaissances avec différentes trajectoires, on va y revenir, qui permettent de nourrir les débats ensuite entre les acteurs sur la façon de réfléchir à une trajectoire, cette fois-ci, qui sera inscrite dans la loi et qui servira de référence officielle pour la France. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est projeté pour un gros projet qui a duré 2 ans et qui a embarqué aussi environ 120 personnes au sein de l'ADEME. Donc, si vous savez, l'ADEME travaille sur différents domaines de manière très large de la transition écologique, les transports, le bâtiment, tous les aspects sectoriels, l'industrie, l'agriculture, et puis avec des expertises qui sont au départ essentiellement des expertises d'ingénieurs historiquement, mais qui sont complétées d'analyses économiques, d'analyses sociologiques, et ça progresse puisqu'on est vraiment dans l'époque où ce n'est pas uniquement les solutions techniques à envisager, mais leur mise en œuvre dans une société et que cela fonctionne. Donc, c'était aussi un travail d'entreprise, si vous voulez. Il y avait un objectif interne de créer de la transversalité pour essayer de faire quelque chose de collectif, avoir une vision d'ensemble de ce qu'on fait collectivement, des interrelations et du dialogue entre les expertises, là où il y a des points de tension dans cette transition, parce qu'il y a des transformations des uns qui dépendent des transformations des autres, etc. Donc ça, c'était aussi très enrichissant pour nous-mêmes en tant qu'organisation.
et aussi par rapport à toutes les cibles de l'ADEME qui sont la recherche, les entreprises, les particuliers, les collectivités, les pouvoirs publics. Ça donnait un élément en fait où on peut tous, une image de ces transformations, une somme de connaissances auxquelles ensuite qui peut être utilisé pour des développements supplémentaires. Donc là, il y a plein de données qui sont versées dans l'espace public, qui peuvent être utilisées par les chercheurs, par vos recherches, pour remettre en cause des enseignements, changer des hypothèses, réutiliser les données, compléter l'analyse. Donc, le but de ce projet, c'était donc de construire plusieurs scénarios. Donc, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de discussions sur les objectifs. Là, on voulait se concentrer sur la nature des transformations, en se disant que même si on a l'objectif et on s'insère dans cette visée-là, d'une neutralité carbone en France en 2050, donc on part de cet objectif-là, à quoi cela peut ressembler. Cette neutralité carbone, on l'a considérée uniquement sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, on a des directions régionales qui travaillent sur des scénarios de transition pour les territoires insulaires. Et donc, la neutralité carbone, c'est, vous savez bien, le fait d'avoir une capacité de captage du CO2, que ce soit biologique ou technologique, qui est équivalente aux émissions positives résiduelles une fois qu'on a fait toutes les transformations de gaz à effet de serre pour avoir un équilibre. Donc, cette notion, elle est au niveau du monde surtout. Au niveau des pays, elle est traduite par des objectifs dans le cadre de l'accord de Paris, de propositions de stratégie nationale dans un processus bottom-up cette fois-ci, après Kyoto qui était top-down. Et donc, ça peut donner des grands objectifs. Et ensuite, là, ce qui nous intéressait, c'est de savoir à quoi ça peut ressembler dans des transformations différentes. Est-ce qu'il y a un corridor de transformation qui est nécessaire à suivre? Bon, il ne faut pas sortir de ces limites-là pour être en capacité d'atteindre cet objectif. Et par contre, dans ce corridor, est-ce qu'il y a des alternatives différentes? Et comment on peut les comparer, ces alternatives, ces options, avec l'ensemble des éléments d'évaluation qu'on peut en tirer, que ce soit technique, que ce soit économique, de réflexion sociale sur la désirabilité, etc. Et donc, on a préparé 4 scénarios qui sont des scénarios contrastés qui permettent pour nous de représenter aussi des discours qu'on observe dans les débats publics. Et donc, on le verra, mais l'histoire qui est racontée au-delà des chiffres est aussi très importante parce qu'elle crée des réactions. Elle peut aussi créer un ping-pong entre l'analyse et ce qu'on imagine de la réalité, puisque l'analyse, tout modèle, vous le savez bien, simplifie la réalité et c'est son but. Mais par rapport à des débats larges, c'est important d'avoir cet aller-retour. Et donc, on a une seule cible de ces trajectoires. Donc, je vais expliquer comment on a travaillé pour que chacune de ces trajectoires respecte cet équilibre des émissions nettes zéro en 2050 sur le territoire métropolitain. Et on a ensuite fait tout un ensemble d'évaluations où il y a des critères qui sont étudiés, que ce soit des coûts, que ce soit des besoins en ressources, de l'utilisation des sols, l'artificialisation, etc. Mais on n'a pas fait, si vous voulez, le scénario d'équilibre de tous ces objectifs. Là, c'est vraiment des scénarios de neutralité carbone dont on regarde des impacts dans d'autres dimensions. Et ça part d'une vision, on décrit un ensemble de choses, donc il faut décrire l'image qu'on décrit, avec le contexte économique, les évolutions technologiques, ce qui se passe dans les territoires, les modes de vie, la gouvernance, etc., pour nourrir ces récits et ensuite les traduire en évaluation quantifiée quand même, pour regarder que, les ordres de grandeur qui comptent, quoi. Et ça, c'est très important, cet aller-retour, pour qu'on ne passe pas la plupart du temps à discuter de choses qui représentent l'épaisseur du trait et inversement, qu'on rate dans le débat des choses qui sont très importantes et les choix à faire aujourd'hui. Alors, je vais vous dire rapidement les 4 récits. Il y a une petite vidéo, vous pourrez regarder en ligne. J'hésite à vous la projeter, mais ce n'est pas le contexte et l'objet. Donc, le premier, c'est un scénario qu'on a appelé, pour donner l'intuition qu'il y a derrière du récit, de génération frugale. Donc là, derrière, c'est vraiment, vous imaginez un monde où il y a des normes évoluent, on va vouloir moins consommer, on va avoir une sobriété plus grande dans nos usages,
par rapport à des besoins, mais elle peut être aussi contrainte, cette sobriété. C'est-à-dire, on va dire que pour réduire nos gaz à effet de serre, on peut aller très vite si on consomme moins, pour les réduire beaucoup plus vite que si on doit développer des capacités de production, de stockage qui vont mettre des années pour renouveler le parc existant et les infrastructures existantes. Donc, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce scénario-là, qu'on traduit ensuite avec différentes hypothèses. Voilà, on va préférer plutôt des solutions low-tech, une rénovation massive, mais réutiliser les logements, etc., diminuer les résidences principales. Je vais revenir un peu sur les détails sectoriels ensuite. Mais c'est ça un peu l'idée de ce scénario. Le deuxième, c'est un scénario où l'idée, c'est qu'il y ait une plus grande coopération à tout niveau. Donc, le premier, c'est un peu l'action individuelle, si vous voulez. Une sobriété, même si elle est permise par des marchés, des technologies, des transformations, elle est tirée quand même par une volonté de réduire ses consommations, etc. Et là, dans le deuxième, c'est quelque chose qui est plus partagé en termes de levier. Il y a un peu moins de sobriété. On va faire des transformations collectives d'infrastructures, de modes de production, de modes de consommation qui sont partagés, qui impliquent beaucoup plus d'acteurs à des échelles territoriales, nationales et européennes. Donc, ça demande une exigence de coordination très grande parce qu'on va jouer, essayer d'équilibrer et trouver un bon équilibre entre ces différents leviers. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à changer. Il y a aussi une planification importante pour que ça soit orchestré et coordonné, ces transformations, etc. Le troisième, c'est une idée où c'est plutôt l'innovation technologique, l'entreprise, des acteurs qui vont trouver des solutions technologiques, techniques. Et donc, on va plutôt favoriser le caractère d'entreprise des individus, la R&D, dans une économie peut-être moins planifiée, mais qu'on va quand même orienter ce changement technique et ce progrès technique. Donc, les entreprises vont intégrer les normes d'objectifs, pas uniquement le profit, mais aussi de transformation de l'économie. Et puis, il y aura des incitations de tout bord, etc. Mais en tout cas, c'est une idée où c'est tiré plus par la solution technologique. Donc là, on continue le degré où il y a un peu moins de sobriété, des solutions techniques avec des innovations plus importantes. Alors, dans les scénarios ADEME, on n'a pas d'innovation de rupture, de technologie qui n'existe pas du tout. Mais on peut utiliser des technologies qui sont plus ou moins matures selon ces scénarios-là. Donc, dans le premier, on va utiliser plutôt des technologies qui sont déjà disponibles, et on va les massifier, tandis que dans les scénarios plus de droite pour vous, on va développer des nouvelles filières qui ne sont pas encore matures, qui peuvent être existantes au niveau des procédés, mais industriellement, etc., ce n'est pas encore mature. Et donc là, on a aussi notamment l'hydrogène, des technologies qui, sur des usages différents pour produire du plastique, par exemple, c'est un exemple, ça, il y en a plein d'autres, mais qui vont être développés spécifiquement dans ce scénario-là. Et le dernier, qu'on a appelé pari réparateur, alors la dernière fois, on m'a dit que ce n'était pas clair, donc je le précise bien. L'idée, c'est un peu de se dire, bon, on peut se permettre de ne pas changer complètement nos modes de vie, nos aspirations sociales, on va avoir plus de mobilité, de vitesse, etc. Et donc, quand même, plus de consommation d'énergie et d'émissions. Moins d'émissions quand même, parce qu'on va, là derrière, essayer de développer au maximum les technologies bas carbone. Mais on se dit quand même qu'on va pouvoir trouver des technologies qui sont plutôt réparatrices, un peu end of pipe. Et ça, là derrière, ce qu'il y a quand même une technologie emblématique, c'est qu'il y a du développement de filières non matures aujourd'hui, de captage technologique et géologique du CO2 qui sont très importants, qu'on va développer. Donc là, il y a des filières, ça suppose des efforts d'investissement massifs, d'isoler des sites et qu'il y ait quand même une coopération internationale qui soit grande parce que c'est des grosses filières à mettre en œuvre avec des investissements très importants et tout un procédé d'innovation encore à faire qui est important et dont va dépendre la réussite puisque, je vous ai dit, c'est des émissions nettes. Donc, si on n'a pas développé ces filières et capté les émissions, on aura trop d'émissions déjà accumulées et là, on n'atteindra pas notre neutralité carbone. Alors, l'ensemble de ces scénarios font des paris, bien sûr, de nature différente, avec des visions, bien sûr. Je pense que c'est le but du débat, de poser la question, qu'est-ce qui vous semble le plus souhaitable, faisable? Et vous allez avoir des réponses très différentes selon les inclinations en termes de valeur des personnes, leurs connaissances, ce qu'ils imaginent derrière ces différents scénarios sur les paris qui sont véhiculés dans ces transformations.
question. Il y a, enfin, vu comme ça, je dirais qu'il y a une sorte d'unité d'observation différente selon qu'on soit dans les 1, les 2, et les 3, les 4. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un focus territorial égal ou dans les premiers, les deuxièmes, c'est plus local et puis l'autre c'est agrégé? Parce que au début, quand tu disais périmètre France, je pensais que vous aviez un peu regardé la France comme pas uniforme, alors que là, c'est décliné de façon Oui, différente. sur le territorial, il faut que je précise. Bon, déjà, généralement, en fait, dans tous ces scénarios, on veut les voir de manière cohérente. Donc, on va regarder les mêmes choses. On a les mêmes variables, etc. Donc, ce qui va jouer entre les scénarios, c'est les hypothèses d'évolution qu'on va mettre derrière et celles qu'on privilégie. Et donc, ce récit nous tire un petit peu la façon de privilégier les choses. Donc, le côté, par exemple, territorial, national, etc., il est assez implicite quand même. Il n'est pas complètement explicité dans des hypothèses. Ça demanderait des travaux complémentaires plus importants. Mais on va se dire que c'est plutôt les conditions que l'on imagine dans la façon de présenter nos hypothèses et les justifier qui permettent leur mise en œuvre. Donc, au niveau local, là, on a développé plus les pistes cyclables, etc. Donc, il y a besoin, là, en France en tout cas, d'une planification locale importante parce que ces décisions sont plus au niveau local. Au niveau très du pari réparateur, c'est des grosses industries multinationales qui vont se lancer dans le CCS, etc., avec des filières internationales. Donc, forcément, il y a une dimension internationale qu'on a favorisée plus ou moins. C'est plutôt comme ça que ce n'est pas complètement explicite dans les hypothèses. Après, il y a des hypothèses d'aménagement du territoire où là, ça peut se rapprocher de quelque chose d'un peu plus explicite parce que on va avoir des développements de la ville différenciée, des grandes métropoles par rapport au territoire. Donc là, on va mettre des accents sur des territoires différents, quoi. Alors, voilà comment on a procédé dans le travail. On a ces scénarios-là. Donc, d'abord, ce qu'on a fait chacun, c'est qu'on a fait des rétrospectives de ce qui s'est passé dans les grandes tendances, dans tous les domaines d'expertise dont je vous ai parlé. On a décrit l'état actuel. Et puis ensuite, on s'est demandé si on prolongeait les tendances, où ça irait. Donc, un espèce de scénario tendanciel qui n'est pas forcément durable, soutenable, en tout cas qui n'atteint pas l'objectif de neutralité carbone, mais qui nous dit il y a quand même des choses qui existent, l'efficacité énergétique, etc., mais qui nous dit un peu le gap d'efforts à faire, là où il faut faire des ruptures, etc. Et puis ensuite, on a eu nos 4 scénarios, et chaque expert a fait son travail de traduction dont je viens de parler, de ces récits-là en des hypothèses qui concernent leur secteur. En travaillant en chambre d'abord. L'industrie travaille de son côté, l'agriculture de son côté, etc. Bien sûr, il y aura des interactions, et c'est là qu'ensuite, c'est tout un ensemble de modélisations, il y en a beaucoup, je ne vais pas les décrire ici, mais vous les avez dans le rapport. Par secteur, vous avez un petit peu l'appareil analytique et méthodologique qui est mobilisé. Pareil du côté de la production d'énergie, donc offre-demande, etc. Et ensuite, on a cette étape de mise en commun à travers en fait des matrices qui nous font l'équilibre, quoi, pour vérifier que ça boucle. Donc, c'est avant tout les bilans énergétiques, que vous ayez la production d'énergie par vecteur énergétique égale aux usages qu'on voit dans le bâtiment de transport lorsqu'on fait la somme. L'usage des sols aussi, on a une surface, comment c'est utilisé dans la surface agricole utile, etc. Là, on peut voir l'artificialisation plus ou moins grande, etc. Donc, on a un territoire, des surfaces données, donc il faut que ça rentre dedans. Et les transformations, que ça correspond à tout ça. On a aussi des flux de matière. Donc, on a des matrices, par exemple, dans le bâtiment, le transport, on utilise tel matériau, etc. Est-ce que du côté de l'industrie, on produit le surplus de quantité de béton, d'acier, etc. Ça va boucler sur le modèle industriel de ce qu'on doit produire et comment on le produit. Donc, on a eu toute cette étape-là qui a duré un certain temps parce que, en fait, on doit faire des allers-retours, quoi. Si vous avez un modèle qui boucle, calculatoirement, vous allez peut-être calculer votre point fixe de tout ça, de ce gros modèle. Là, on le fait entre nous avec des discussions entre experts. Donc, on fait des itérations, quoi. Et on a fait 5 itérations pour se rapprocher au maximum d'une cohérence d'ensemble. Et puis ensuite, il y a des analyses en bout de chaîne un peu qui font des analyses sur les besoins en matériaux critiques, sur la macroéconomie qui utilise ces résultats-là dans un modèle macroéconomique, le modèle SRIMI de l'ADEME et de l'OFCE. Une analyse d'empreinte, CO2, gaz à effet de serre, dans une matrice entrée-sortie, à la fois pour les matières, des matériaux, et puis
pour les énergies et le CO2. Donc ça, c'est une étude qui va sortir un peu plus tard, elle est encore en cours. Et on a un certain nombre comme ça de publications complémentaires. Alors, une question sur le côté macroéconomie. Est-ce qu'il y a une hypothèse sur la croissance ou c'est un résultat? Alors ça, c'est souvent une question qu'on pose qui est compliquée parce qu'il y a les deux en fait. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un modèle macroéconomique comme tous les modèles existants, sauf des modèles macroéconomiques de croissance endogène. Vous allez investir dans un capital éducatif, etc., qui va avoir une rétroaction sur nos paramètres de productivité. Ici, il y a quand même la population qui est exogène, une productivité générale de la population qui est exogène. Donc ça fait quand même le trend de croissance potentielle. Ensuite, dans le modèle, il peut y avoir un sous-usage des ressources. Capital, il ne peut pas y avoir l'investissement nécessaire, enfin l'épargne, les ressources d'investissement nécessaires pour les investissements que souhaitent les entrepreneurs. Il peut y avoir des hausses de prix qui distordent la compétitivité et qui fait qu'on n'a pas une demande finale agrégée suffisante. Donc, on peut avoir finalement des shortages d'offres ou de demandes dans le modèle et donc un sous-emploi du travail, des ressources qui fait qu'on a une déviation par rapport à cette croissance potentielle. Donc, les différents scénarios peuvent avoir des impacts différenciés sur cet écart à la croissance potentielle. Du coup, on peut quand même observer des effets sur des variations d'emploi, d'activité économique, de PIB, autour de cette tendance de long terme qui est la croissance potentielle. Alors donc, ma question était parce que très souvent, on pose les débats en disant est-ce qu'il y aura de la décroissance ou pas. Oui, voilà. Alors, ouais, sur la décroissance, là, il y a des travaux du modèle, et puis je pourrais revenir dans la discussion. Là, je vais essayer de vous faire un panorama plus large. De toute façon, je m'arrêterai à un moment donné, et puis on discutera de ce qu'on veut. Mais en tout cas, cette première étude est intéressante parce qu'il y a en macroéconomie, il y a quand même peu de travaux de changement structurel appliqués à la transition énergétique et plus générale matérielle de nos économies. Donc, il y a des analyses structurelles plutôt en économie du développement qui existent depuis longtemps, avec des modèles multisectoriels, etc. Et ici, il y a plusieurs effets qui jouent, quoi. Donc, dans ces analyses-là, il y a quand même des choses qui sont assez novatrices en termes de qu'est-ce qui va avoir un impact sur la croissance, etc. Donc là, en fait, en gros, en résumé, il y a plusieurs impacts. Par exemple, dans le premier scénario, il y a moins de demandes, il y a moins de production de véhicules, de production industrielle, etc. Ça diminue l'activité économique. Mais on a une sobriété plus grande aussi des ressources importées. Donc, le revenu, il peut se redéployer et moins de dépenses énergétiques, se redéployer vers d'autres choses, des services, l'industrie locale, etc. Qui fait que ça peut être un facteur de croissance domestique. Mais en même temps, si on a des coûts de transition qui sont importants, notre terme de l'échange avec les exportateurs, nos partenaires commerciaux étrangers, vont être dégradés. Et donc, on peut avoir un problème aussi de demande finale du côté de nos échanges extérieurs. Et la demande intérieure peut se tourner plus vers des produits importés. Et donc, ça peut avoir un effet dépressif. En fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des effets qui se contrebalancent, qui peuvent avoir des effets de transition qui sont grands. Mais globalement, on a des investissements qui sont grands et importants dans la transition écologique, qui créent de l'activité. Du coup, ça en fait moins dans d'autres secteurs. Finalement, c'est quel est l'équilibre en tout ça et surtout, est-ce que la transition se passe bien? Est-ce qu'il y a les compétences qui peuvent basculer d'un secteur à l'autre? Est-ce qu'il y a des frictions, les frictions de transition? Et ça, on ne les voit pas encore très bien. Mais globalement, c'est pas… en tout cas, dans l'analyse là, on voit que ces effets, dans les grandes lignes, peuvent se compenser si les choses se passent bien, Voilà. Donc, il y a un potentiel quand même de croissance, pas au niveau matériel, ce n'est pas de la décroissance là, dont on parle, c'est la croissance du niveau de vie qui peut être matériel ou moins matériel. Et en tout cas, il peut être favorisé dans cette transition aussi. Voilà. Mais ça, c'est un enjeu, la macroéconomie de la transition, on le sait, pour l'avenir, et un sujet de recherche important. Bon, j'avance un peu. Donc ça, je vous montre la structure du rapport, simplement pour vous dire que c'est très structuré. Pour vous, ça peut vous aider.
pour rentrer dans les domaines qui vous intéressent. Moi, je ne suis pas un expert de tout. Je ne rentrerai pas dans tout le détail. Essayez pas trop de me piéger sur des détails de chiffres, mais vous pouvez essayer. Mais voilà, je ne connais pas tout, mais là-dedans, c'est très détaillé. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Donc, j'encourage quand même chacun d'entre vous qui est expertise d'un domaine de rentrer dans son sujet, tout en ayant la vision d'ensemble, parce qu'on voit qu'il y a les interactions sont très importantes pour la réussite de cette transition. Et puis, on a les résultats généraux qui sont la présentation des bilans de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, qu'on peut mettre en regard avec les grands objectifs ensuite qu'on vise au niveau français. On a un ensemble de publications complémentaires aussi à ce rapport principal. Donc voilà, sur le mix électrique, là, on a une modélisation pas de temps horaire. On regarde, voilà, on regardera plus précisément là, puisque dans la publication générale, on est plutôt sur des moyennes annuelles, etc. Donc pour le mix électrique, c'est important, avec des analyses de coûts, etc. J'ai parlé de la macroéconomie, de l'empreinte carbone, de l'analyse en termes de matériaux, l'usage des sols aussi qui a été fait avec le CGDD, donc une description de l'évolution de l'usage des sols et des grands objectifs aussi par rapport à la non-artificialisation des terres, qui est quand même très contraignant dans le futur, etc. Alors, je rentre un petit peu dans des exemples particuliers, je ne vais pas pouvoir tout balayer. J'essaierai de regarder l'heure pour ne pas trop dépasser. Commençons par le bâtiment, pour vous donner un petit peu des idées. Là, l'idée, c'est de vous comparer un petit peu les grandes hypothèses qui varient entre ces scénarios. Donc là, du côté du bâtiment, ce qui est important du côté du résidentiel, c'est la construction. Qu'est-ce qui va se passer déjà sur les bâtiments et l'usage de ces bâtiments, avec une hypothèse d'évolution démographique, une croissance de la population qui se ralentit. Donc, dans le premier scénario, on a plutôt une logique toujours sobriété. Donc là, on va plutôt réutiliser des logements vacants, des résidences secondaires, etc. Donc, il y a une sobriété quand même dans cet usage du parc de bâtiments qui est favorisé. Vous pouvez voir en bas, en fait, la surface moyenne par personne, tout logement, elle diminue, mais la surface moyenne par personne, elle se maintient quand même, parce que justement, en fait, on joue sur le parc qui n'est pas complètement utilisé dans ce scénario-là. Dans le deuxième scénario, c'est une situation où il y a de la construction un peu plus, mais il y a aussi de la mutualisation. On est toujours dans cette logique de coopération, etc. La mutualisation d'espaces. Il peut y avoir des espaces de bureaux qui sont utilisés avec du télétravail ou il y a du logement. Enfin, on s'imagine qu'il peut y avoir des usages croisés comme ça, des bâtiments, avec une répartition des usages dans un stock, donc une idée de service en fait des stocks. Pareil pour les équipements, c'est aussi cette logique-là qui se développe et qui suppose de la coordination, etc. Dans le troisième scénario, c'est complètement autre chose. Là, on déconstruit, on reconstruit, et plus dense. Donc, on disait que c'était un nouvel esprit haussmannien. Quand on reconstruit, forcément, on a des bâtiments qui sont plus efficaces énergétiquement, les techniques plus modernes, on peut densifier aussi, etc. Et du coup, on a moins d'efforts à mettre sur la rénovation du parc existant, mais il y en a quand même beaucoup. Dans les trois premiers scénarios, il y a environ 90% des bâtiments d'avant 2015 qui sont rénovés. Donc, il y a de la rénovation dans tous ces scénarios, mais les stratégies de rénovation sont très différentes, j'y ai dit. Et puis, dans le dernier, par contre, là, on continue un peu notre tendance. Il y a de la construction neuve, il y a une augmentation quand même des mètres carrés, c'est quand même contraint dans les surfaces, ça se ralentit. Mais on reste un peu dans cette logique. Il n'y a pas vraiment une sobriété, il y a des mètres carrés par personne qui sont plus importants. Et donc, du coup, on doit jouer sur plutôt les équipements. Donc, ici, une électrification des usages qui est très importante, avec notamment les pompes à chaleur, c'est un exemple. Voilà, il y a des hypothèses sur le parc de bâtiments. Oui, j'ai une question sur le premier scénario. En termes de cohérence par rapport à toutes les dimensions qu'il peut y avoir dans un scénario, notamment par rapport au transport. Dans une logique de sobriété, c'est aussi la sobriété du transport. Donc, il faut limiter les déplacements de travail. Donc, effectivement, il faut que la population elle soit répartie à l'échelle du territoire et qu'en gros, on vive, on diminue fortement la population dans les grandes agglomérations pour la renforcer dans les petites. Mais comment peut-on loger à ce moment-là ces populations dans des petites agglomérations où il n'y a pas encore de logement?
Oui, dans tous les scénarios, si vous voulez, il y a des constructions. Donc, dans le scénario 2, c'est celui qui correspond un peu au maximum dans cette logique. C'est-à-dire que là, il y a un rééquilibrage des villes moyennes par rapport aux grandes métropoles. Et donc là, on va avoir de la construction. C'est pour ça que c'est un scénario un peu intermédiaire. On a quand même du réemploi, du partage des usages. Donc, ça limite ces besoins de construction. Mais il y a quand même de la construction de ce type-là dans ce logement. Et cette vision en fait, de l'aménagement du territoire a été récupérée du côté du service des transports pour se dire, on verra après, il y a des mobilités plus courtes. La quantité de trajets qui est pour distance locale est plus importante dans ce scénario que dans les autres. Donc, il y a une cohérence comme ça. Pareil avec le taux de télétravail dans les scénarios, qui est ici, dans le scénario 2, plus important. Mais dans le scénario 1, du coup, il n'y a pas cette redistribution de la population sur le territoire. Alors, dans le scénario 1, c'est vraiment cette logique. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. En fait, dans le scénario 1, si vous voulez, comme il y a une sobriété générale des usages, la logique un peu générale, c'est qu'on minimise quand même les transformations. Même, par exemple, dans le transport, il reste un peu d'énergie fossile. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins d'usages, donc on peut mettre un peu plus, on a un tableau d'émission qui est plus faible. Donc là, du côté du bâtiment, c'est un peu cette logique-là. On a le parc existant. Là, je ne peux pas vous dire exactement où sont faites les hypothèses nécessaires de construction sur le territoire pour compléter le besoin de logement avec la croissance faible de la population. En tout cas, on va réinvestir les logements qui ne sont pas utilisés en priorité pour loger cette population-là et minimiser les changements, en fait. On va maximiser les changements d'usage, minimiser les changements d'aménagement du territoire, etc. Bon, il faudrait avoir des chiffres un peu plus précis, mais voilà, en tout cas, en termes de graphique, ce que ça traduit. Sur la gauche, vous voyez une grosse différence entre les scénarios. C'est le nombre de logements construits par an selon les scénarios. Donc, ça reflète ce que je vous ai dit, avec un sein où il y a même à terme, il n'y a plus de construction. Parce que c'est aussi il y a un tassement de la croissance de la population. Donc, à terme, il n'y a plus besoin de construction. On réutilise les usages, etc. Et puis, du côté de la rénovation, même si dans les 3 premiers scénarios, on a 90% des logements avant 2015 qui sont rénovés, ils sont rénovés de façon très différente. Là, il y a des stratégies de rénovation très différentes. Avec, vous voyez dans le S1, c'est la barre verte claire en haut, des logements qui sont avec des rénovations complètes, lourdes, des basses consommations, priorisées, quoi. Tandis que dans les scénarios S2, S3, il y a un nombre moins important de ces rénovations, on va plutôt faire en 2 fois, etc. Donc ça change aussi beaucoup les besoins de matériaux et les implications sur l'efficacité énergétique du parc de logement dans les différents scénarios. Ensuite, sur les équipements, il y a aussi beaucoup de changements. Donc forcément, aujourd'hui, vous avez de l'ordre, de manière assez imprécise, mais dans l'idée, vous avez un tiers d'énergie de chauffage au gaz, un tiers d'énergie électrique joule, et puis le reste mix avec du fuel et d'autres choses. Vous voyez que là, dans tous les scénarios, le gaz, c'est ce qui est en gris, le joule, c'est ce qui est en vert, se réduit drastiquement. Et donc, il y a des changements, en tout cas, de sources d'énergie et d'équipement dans les logements, dans tous les scénarios, ça, et qui se diversifient, ça, c'est clair. Mais on a des orientations entre les scénarios très différents. On a plus d'usage du bois dans le premier scénario, parce que, en fait, dans les scénarios plus technologiques, S3 et S4, on va avoir un usage du bois plus de manière industrielle ou alors pour de la production d'énergie décarbonée au niveau de grosses centrales, etc. Donc, c'est des économies d'échelle, etc. Tandis qu'ici, c'est plus décentraliser les usages du bois. Il y a moins de prélèvement des forêts. Et puis, ensuite, lorsqu'on va vers les scénarios plus technologiques, si vous voulez, comme il y a une demande plus grande, on a des contraintes en biomasse qui sont plus contraintes, en fait, plus limitées, de par la production agricole, la production forestière. Et donc, du coup, là où on doit se reporter, c'est sur des énergies renouvelables où il faut installer des nouvelles capacités, mais c'est typiquement la production d'électricité qui doit produire cette énergie décarbonée au-delà de cette contrainte en biomasse.
Donc, je ne détaille pas plus. Hein. C'est un panorama très large. Je suis désolé d'aller vite, mais le but, c'est de vous donner un petit peu une idée de tout ce qui existe. Et puis, on pourra discuter s'il vous plaît. De la même façon, sur les équipements du côté des transports, c'est la même chose. Entre ces scénarios plus sobres et plus technologiques, on va voir soit l'utilisation du parc de véhicules existants plus importante, une diminution des voitures, du nombre de voitures par ménage, du poids des véhicules dans S1, S2 par rapport à S3, S4. Donc on voit que là, c'est très contrasté quand même ce qu'on peut imaginer comme évolution. Et donc, bien sûr, dans S3, S4, ensuite, il faut jouer sur d'autres choses. L'efficacité énergétique, donc on renouvelle le parc, donc on a des véhicules plus efficaces, etc., mais on a une consommation plus grande. Et puis, comme je vais vous le montrer ici, il y a des distances parcourues qui varient aussi entre les scénarios et qui vont finalement avoir des implications sur les besoins en énergie. Donc, vous voyez que S1, là c'est le graphique de droite, lui, il y a des mobilités qui sont limitées avec des modes de vie plus locaux, des usages plus locaux. S2 dans une moindre mesure, parce que quand même, on a beaucoup plus de mobilité existante, mais comme je vous ai dit, on est un peu dans un maillage plus local, avec des liens plus décentralisés entre des lieux de travail et des lieux de vie, qui permettent des mobilités quotidiennes d'être réduites, etc. Et puis dans S3, S4 et jusqu'à S4, où là, on continue un petit peu dans la façon dont on se déplace, avec beaucoup de mobilité qui augmente, et puis des vitesses également qui augmentent. Là, derrière, il y a aussi le temps de transport, des trajets qui évoluent. Donc là, c'est en kilomètres par personne et par jour, ce qui est exprimé. Et puis, un autre facteur, bien sûr, au-delà des véhicules particuliers, c'est le report modal entre les différents modes. Et donc, on retrouve là toujours un peu la logique S2. Si on voit le pic sur le vélo et le train, c'est le côté, cette organisation locale où on va mettre des infrastructures de transport, de mobilité. Également, les pistes cyclables, comme on est à des distances domicile-travail qui sont moins grandes, on a un maillage d'infrastructures qui se développe. Et donc, ça permet d'augmenter les mobilités quotidiennes avec ces modes moins émetteurs. Et puis, on a la question de l'avion aussi, qui est importante et qui, là, en fait, est tirée essentiellement par les modes de vie, en fait. Est-ce que les gens vont faire plus ou moins de transport longue distance dans leur choix de professionnels, ou ça peut être aussi l'organisation avec le télétravail, etc. Donc voilà. Et donc du coup, pour le transport de marchandises, c'est aussi très contrasté en termes de mobilité. Donc les avions, on considère que ça se passe à l'intérieur de… Alors, ça, en fait, du côté du secteur des transports, la question c'est, on s'est limité pour la neutralité carbone à ce qui est dans les inventaires. On a quand même fait des calculs, on prend la moitié du transport international, mais le service de transport pour ces mobilités a quand même modélisé en fait l'ensemble de ces trajets, les distances parcourues, etc. Par contre, dans notre indicateur de neutralité carbone, eh bien, on l'a limité à 50% des transports internationaux. Et l'avion, ça reste l'avion et le carburant fossile. Bonne question. Du côté des carburants, il y a un usage quand même de biocarburants dans les scénarios les plus technologiques, en fait, avec des biocarburants de source, des biocarburants non conventionnels qui se développent, etc. Donc, il y a un peu de biocarburants, mais il reste quand même du fossile en 2050. Et ça va se passer. Non, pas massivement. Et au niveau du train et de la voiture? Au niveau du train et de la voiture, oui. Dans les deux scénarios où il y a beaucoup d'hydrogène, c'est-à-dire S2 et S3, il y a des usages de l'hydrogène très différenciés. Si vous voulez, après, plus tard, je pourrais vous montrer une diapo sur l'hydrogène, mais la production d'hydrogène dans les scénarios est multipliée par 4 dans ces gros scénarios. Mais les usages sont très différenciés parce qu'il y a beaucoup de possibles avec l'hydrogène. Donc pour les transports, oui, c'est en effet sur les scénarios où il n'y a pas des ruptures technologiques sur les batteries, comme dans S4, fortes. Là, il peut y avoir du transport de charge où il y a des batteries nouvelles qui sont développées. Dans les scénarios S2, S3, là, c'est ciblé vers le transport lourd, quoi. Il n'y a pas d'alternative avec des batteries sans rupture technologique. C'est comme ça que ça a été fait. Dans les données comportementales,
qui est quand même déterminant notamment sur la mobilité. L'hypothèse, si je comprends bien, c'est un peu inverse, c'est-à-dire en fonction des usages sectoriels du scénario, on en déduit après les bilans sur combien de trajets en voiture, combien de trajets en vélo ou en avion. Non, c'est plutôt l'inverse en fait. On va raisonner sur si vous voulez, des mobilités moyennes pour à usage de travail, de loisirs, etc. C'est plutôt notre hypothèse de départ. Les taux de remplissage, est-ce qu'il y a plus ou moins de covoiturage, etc., etc. Ensuite, comment on est équipé, comme la motorisation, les énergies utilisées. Et ensuite, on en déduit les besoins énergétiques selon les différents vecteurs. Et quand même, l'orientation des technologies est cohérente quand même avec les ressources disponibles. Voilà, on ne va pas faire plein de biocarburants, on n'est pas allé trop dans cette direction-là parce qu'en fait, la ressource de terre est limitée, les usages de la biomasse sont beaucoup plus nombreux, donc c'est très contraint sur les biocarburants. Donc, on s'est quand même donné ces contraintes-là collectives en faisant le dialogue entre la production d'énergie et la ressource. Exactement. Alors bon, là je passe un petit peu plus vite sur certains aspects pour laisser du temps à la discussion, mais comme on discute comme ça, vous pouvez aussi poser des questions, mais j'essaie de finir un peu ce panorama, même si c'est un peu rapide, on peut revenir sur des points. Donc ensuite sur les transports, voilà, on joue sur les différents facteurs. Ça c'est un peu les différents facteurs sur lesquels on va jouer sur les transports. On va pouvoir faire des hypothèses qui vont avoir, par exemple, de covoiturage, etc., sur le taux de remplissage, les distances parcourues par véhicule pour le report modal, etc. L'intensité carbone, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Donc là, selon les scénarios, c'est pareil, on va jouer plus sur les premiers facteurs qui jouent sur la demande de report modal dans S1 et S2. C'est un peu cette logique de sobriété, tandis qu'on va moins jouer sur ces modes de vie qui sont modifiés et plus sur les technologies efficaces et décarbonées dans les scénarios S3, S4. Où on a plus de mobilité, donc il faut décarboner tout ça. De la même façon, on voit quand même, ça répond un peu à votre question, les orientations en termes technologiques. Il y a toujours notre logique que dans S1, on a moins de consommation, on fait moins de ruptures technologiques, donc on va jouer sur les technologies déjà matures qui existent, etc. Donc là, on va voir des biocarburants conventionnels, uniquement dans S1, qui va servir pour la mobilité. Donc on reste un peu dans la logique actuelle, mais c'est un peu massifié. Et puis comme on a des usages qui sont beaucoup moins importants, en termes de volume, ce n'est pas bien grave. La coopération territoriale, on joue justement sur tous les avantages inconvénients des différents vecteurs, donc c'est très différencié, quoi. On va faire justement un peu d'hydrogène sur le transport lourd en priorité. Et puis, on va jouer quand même sur c'est un scénario où il y a pas mal de méthanisation de biogaz, etc. Ça peut être utilisé avec des carburants liquéfiés pour aussi du transport lourd, etc. Donc, on joue de manière plus équilibrée sur les vecteurs. Tandis qu'on va jouer plus sur l'électricité et les biocarburants, justement, qui en restent dans S3, S4. C'est essentiellement pour là où il n'y a pas de substitut possible à l'électricité qui reste. Donc, typiquement, pour décarboner un peu le transport aérien et puis le transport maritime. Alors, du côté de la politique industrielle, dans le scénario S3, l'hydrogène est finalement moins présent que dans le S2. C'est-à-dire qu'on ne couple pas, par exemple, l'hydrogène renouvelable. Si, en fait, là, c'est uniquement pour les transports. Donc, pour l'hydrogène, dans S3, si vous voulez, il y a de nouvelles filières, c'est vraiment technologique. Là, par exemple, il y a une part d'hydrogène plus importante, c'est celui qui, S3, produit plus d'hydrogène dans la production de plastique. Power to olefin, dans l'industrie, les hauts fourneaux, voilà. Donc là, des choses. La grosse question qui va revenir régulièrement, la phase nucléaire. Alors, je vais y venir un peu plus tard. Alors, je passe rapidement sur l'industrie. Justement, les facteurs là qu'on a pris en compte, c'est qu'il y a du recyclage pour les matériaux dans presque tous les scénarios. C'est-à-dire qu'il y a peu de déchets stockés au final, quoi. Ils sont réutilisés au maximum. Mais ils peuvent être soit dans la combustion, le CSR beaucoup dans S3, soit plus dans les matériaux. Ça, c'est plus important, par exemple, dans S1, S2, le recyclage.
Et on va jouer aussi sur des filières très différentes dans l'industrie. Donc, toute la production industrielle, c'est ce qu'on voit ici, diminue en absolu dans tous les scénarios, parce qu'on a moins de besoin d'usage de matière, de véhicules, de bâtiments, ce que je vous ai dit, malgré tout. Par contre, on va jouer sur, ensuite, dans le récit, et ça, ce n'est pas la production d'une analyse économique, sur qu'est-ce qu'on produit en France par rapport à ce qu'on produit à l'étranger. C'est-à-dire que vous avez des flèches qui sont orange ici, qui représentent la demande intérieure globale, quelle que soit l'origine de production, nationale ou importée. On voit par exemple, c'est là pour cela que dans S2, il y avait une logique un peu de réindustrialisation dans le récit, c'est que vous avez une baisse de la demande industrielle qui est forte, parce qu'on produit moins de matière, etc. Mais la baisse de production est moins grande. Donc, si vous voulez, en fait, c'est ça qui est interprété comme étant, il y a un effort quand même de réindustrialisation pour avoir des productions industrielles qui servent de nouveaux usages domestiques, parce que la part des produits industriels français qui sont consommés est plus importante dans ce scénario-là. C'est complètement clair. Mais... Donc, on aurait pu avoir une perte de production plus grande dans S2, ça vous disait, on raisonne à balance commerciale constante, un échange extérieur proportionnellement constant, on aurait baissé comme la flèche orange de produits. Du côté de l'agriculture, c'est important. Il y a de fortes variations, et ça, c'est un nœud un petit peu qu'on souligne dans les scénarios, le monde rural. Parce que, à la fois, ça touche à l'alimentaire. Donc là, vous avez la production de viande qui varie beaucoup, et on sait que ça a un impact très structurant à la fois dans les besoins en termes de ressources de sol, de gaz à effet de serre aussi, de méthane, de production de gaz à effet de serre non CO2 dans l'agriculture, etc. Donc ça joue beaucoup entre nos scénarios. On a pas mal joué là-dessus pour encadrer les différences, avec une division par 3 dans le scénario S1, par exemple, de la consommation de viande. Et puis, c'est substitué quand même pour les aspects d'assiette alimentaire équilibrée avec des protéines végétales, etc. Donc, on regarde ensuite la répartition de l'usage des sols. Il y a des hypothèses qui sont faites sur la production conventionnelle, bio, intégrée, raisonnée. Voilà, donc les techniques de production. Et avec ces hypothèses-là, de production, de niveau de production, de système de production, on en déduit des besoins en termes d'intrants, en termes de besoins énergétiques, en termes d'émissions de gaz à effet de serre variées de l'agriculture. Et ce qu'on souligne, ce qui est très important dans ces scénarios, nous, pour qu'on arrive à boucler, c'est qu'il y a des développements très importants du stockage du carbone, c'est ce que vous avez en haut là, jusqu'à 3 fois le stockage actuel dans les forêts et les sols agricoles dans le scénario S1. Donc, bien sûr, là, c'est des enjeux majeurs, quoi, de changement des pratiques agricoles, forestières. Comme on a moins de pression sur les sols dans ce scénario-là, on peut faire une agriculture plus extensive, donc avec des rotations de culture, des prairies naturelles, ça contribue à stocker, etc. C'est vraiment tout un système. Mais c'est quand même un enjeu majeur, et notamment pour la biodiversité, etc. Donc, j'ai noté les gros enjeux. Les contributions au climat, c'est à la fois le stockage du carbone, vous savez, la production de biomasse dans les usages qui sont à la fois énergétiques, mais surtout en matériaux aussi, dans la construction et la rénovation. Donc, on regarde tous ces aspects-là, avec, vous avez en bas l'équilibre entre ressources de biomasse qui bouclent avec les modélisations forestières et agricoles. Vous avez des déchets végétaux, des déjections animales, etc., etc. Et de l'autre côté, les différents usages, là, c'est les produits biosourcés, c'est pour la construction. C'est privilégié parce qu'il y a quand même une valeur ajoutée importante, mais c'est limité parce qu'il faut du bois de qualité. Et puis, vous avez ensuite le reste qui peut être utilisé dans des usages énergétiques. On voit que dans tous les scénarios, ce qui se développe beaucoup, c'est ce qui est mature, c'est la méthanisation. On peut retrouver aussi des synergies au niveau local, etc. Mais ensuite, on va avoir des productions de biocarburants qui varient, ou la pyrogazéification aussi qui se développe dans le scénario plus technologique qui est S3. Et en matière d'échange internationaux, j'imagine qu'il y a des changements de taux. Oui, alors souvent c'est la variable de bouclage, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'assiette alimentaire d'un côté et son évolution possible, une évolution sur l'usage des sols
les systèmes de production agricole, forestier de l'autre côté, avec les rendements, etc. Ensuite, vous avez une différence. Et nous, là, du point de vue, on va dire, physique, pas économique, mais c'est le solde qui est le solde d'échanges internationaux, soit à l'export, soit à l'import, qui va boucler cette balance. Après, lorsqu'il y a trop de déséquilibre, ils l'ont noté dans le chapitre agricole, ils ont réajusté un peu des hypothèses d'allocation de l'usage de la SAU, la surface agricole, ou de l'assiette dans une moindre mesure, en respectant les contraintes quand même de santé et puis d'évolution un peu raisonnée quand même de l'assiette alimentaire. Donc voilà le bilan global ensuite en termes d'énergie. Donc on voit que là, entre les scénarios, c'est un des sujets qu'on met sur la table, c'est cette question, la sobriété jusqu'où, quoi. Et comment. Donc, mais on voit que ce qui différencie très largement ces scénarios, c'est les niveaux de consommation-production en général, l'aspect matériel, mais surtout, là, on voit pour l'énergie, avec une électrification aussi des usages qui est important, parce qu'on est très contraint en termes de ressources biomasse, comme je vous l'ai dit, avec les multiples usages agricoles. Et du coup, on va avoir une part de l'électricité qui augmente, mais en absolu, il y a juste S1 qui diminue un peu. S2, c'est à peu près la production électrique actuelle, mais ça augmente un petit peu, c'est un petit peu au-dessus. Et après, par contre, S3, S4, il y a vraiment une production d'électricité plus importante. Je vais revenir un peu ensuite sur le mix. Dans l'ensemble de ces scénarios, on a une décarbonisation de nos vecteurs, énergétiques qui est importante, donc de 70 dans S4. Là, il est moins grand, mais la contrepartie, on va y venir, c'est qu'il y a du stockage de carbone technologique qui compense ce talon d'émission jusqu'à 88% dans le scénario S1. Bon, oui, rapidement sur le mix de production. Donc, ça, c'est un peu les hypothèses qui sont faites toujours dans cette logique. Le scénario S1, où vous avez plutôt à utiliser les énergies renouvelables les plus matures disponibles, le PV, l'éolien. Par contre, on doit renforcer les réseaux de manière importante là derrière. Donc, on a des coûts au mégawattheure qui augmentent dans S1 parce qu'il faut renforcer ce réseau et qu'on a une production faible. Donc, finalement, on répartit ce coût fixe de réseau sur une production moins importante. C'est un scénario de sortie du nucléaire. Il y a uniquement Fessenheim qui reste à terme dans ce scénario-là. Dans coopération territoriale, là, c'est plus équilibré encore les vecteurs dans cette logique de production électrique. Mais on reste sur des technologies matures. Il y a une massification quand même, notamment l'éolien en mer, etc. Et puis, il y a une production de méthane de synthèse importante. Donc là, le couplage avec l'hydrogène, la méthanation, etc., qui est important et qui stabilise les réseaux et qui bénéficie des périodes de production aléatoires où il y a une moindre demande. Dans le scénario S3, donc là, on a nucléaire historique qui est prolongé avec 2 nouvelles tranches dans le scénario S3 de nouveau nucléaire et 4 nouvelles tranches dans le scénario S4. Au niveau de la licence qu'on construit par une nouvelle intensité technologique, pas les SMR, juste plus avec les technologies existantes. Oui, avec les technologies existantes, mais si on relance, on prolonge les centrales existantes et on relance 2 paires de nouveaux nucléaires. Voilà. Enfin, il n'y a pas de rupture. Il y a quand même des gains technologiques derrière qui sont supposés. Il faut regarder la publication spécifique pour le détail. Mais voilà, c'est la logique. Et en fait, on a une variante dans S3. On a fait ce nouveau nucléaire versus pas ce nouveau nucléaire, prolongation, et plus d'éoliens flottants. Et finalement, en termes de coût, on voit que ça se vaut, plus ou moins, à terme en 2050. Même si l'éolien flottant, il y a un coût légèrement de transition qui est un peu plus important. Mais on va dire que c'est peanuts par rapport aux différences entre les mix de ces scénarios-là. Dans le scénario 1, pour éviter, j'imagine, de surdimensionner les capacités photovoltaïques, on limite les demandes de pointe justement par la sobriété. Je suppose que le soir, dans ces
pas, je touche tôt, et voilà, tu vas avoir caricature. Oui, en fait, comme il y a une sobriété des usages, par construction, il y a déjà moins de pointes. Ouais. Enfin, il y a des pointes, mais elles sont moins hautes. Et ensuite, on favorise justement l'utilisation de la méthanation pour du stockage intersaisonnier. Mais comme on est vraiment dans un niveau de demande qui est beaucoup plus faible, en termes de capacité installée, c'est moindre, quoi. Donc, si vous voulez, le coût du système électrique global sur toute la trajectoire actualisée, il est plus faible dans S1. Et c'est essentiellement qu'il est plus faible dans des systèmes énergétiques qui sont plus sobres. C'est normal, vous avez moins de capacité installée. Donc, il est de 1100 euros par mégawattheure, je crois, dans S2, il est, ça c'est le coût complet annualisé. Et il est de 1200 dans le S2, environ 1300, et c'est des poulièmes entre le mix nucléaire, mix éolien flottant dans S3, et 1500 dans S4. Donc, la grosse hiérarchie, c'est Par contre, quand vous regardez les coûts au mégawattheure, c'est différent, parce que comme je vous ai dit, le S1, il y a des besoins de renforcement de réseau qui sont importants pour une production faible, donc des coûts fixes qui sont importants pour des coûts faibles. Et par contre, dans le S2, c'est là où il y a une synergie, une efficacité de système qui est plus importante, parce que là, on tire parti notamment de la production d'hydrogène pour l'intersaisonnalité, de la complémentarité des énergies renouvelables, etc. Et donc là, on va voir les bénéfices d'avoir moins de consommation, des infrastructures quand même limitées, donc des coûts fixes relativement limités, et puis les gains du coût marginal nul important dans ce système. Alors voilà, j'arrive enfin peut-être à la vision globale des scénarios. Donc, je vous ai dit, on itère ces hypothèses. Là, je vous ai présenté le résultat final, en fait, l'image du scénario qu'on obtient après toutes ces itérations. Mais donc voilà, de façon à ce que dans les différents scénarios, on atteigne cet équilibre entre émissions positives et émissions négatives. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est le stockage du carbone, beaucoup jusqu'ici. Donc, dans S1, toujours cette logique où il n'y a pas de technologie de stockage du carbone, c'est surtout le fait que ce que je vous ai raconté sur le milieu rural, on va avoir des pratiques agricoles stockantes, une gestion raisonnée des forêts, plus de bois de coupe, etc., parce qu'on a une sobriété des usages. Et donc, du coup, là, c'est vraiment du stockage uniquement biologique dans les sols agricoles et forestiers. Et dans les matériaux aussi, les matériaux biosourcés et dans les bâtiments. On a un modèle de flux qui calcule ce stockage. Dans le scénario S2, on a uniquement un petit peu de puits technologique qui est uniquement du CCS sur les grosses installations, notamment de production de béton et de ciment. Avec les technologies complètement existantes, il y a déjà des démonstrateurs industriels, etc., dans le Nord. Dans le scénario S3 et S4, là, on a des développements un peu de ces technologies, surtout dans S4, mais dans S3, on a aussi développement de le captage, la séquestration et l'utilisation du carbone dans les procédés industriels, donc avec des modifications des procédés industriels, on peut faire du plastique avec, on peut faire… et puis aussi le fait d'utiliser le CO2 dans certains procédés pour… je ne suis vraiment pas expert, pour traiter le minerai de fer, etc. Et puis pour la chimie du plastique, on doit combiner avec du CO2 aussi, etc. Et puis dans le dernier scénario, le S4, c'est là où on a vraiment des ruptures technologiques fortes. Là, il y a même du DAX, c'est-à-dire Direct Capture du CCS, c'est-à-dire qu'on prend dans l'air, et ça, on a calculé un peu les consommations d'électricité, c'est pas du tout marginal, c'est-à-dire un vrai poste comme les autres secteurs d'utilisation de l'électricité, c'est une grosse pompe qui pompe les choses, et donc il faut produire d'autant plus cette électricité par des sources renouvelables dans S4, mais on suppose qu'on peut le faire. Je ne m'attendais pas à la différence aussi faible entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le 3 oui. En CCS. Ouais. Oui, oui. Donc là,
je crois que c'est vraiment cette rupture technologique sur le DAX qui va jouer. Et puis, ouais, les prix technologiques, ils prennent beaucoup plus mais, dans les S2. Oui, et puis en fait, dans le S4 aussi, vous avez comme on est dans une logique de développement un peu toujours des grosses économies d'échelle et de dimensions, vous avez plus de sites avec des installations où vous pouvez le faire, le CCS. Donc en fait, quelles que soient les technologies, le niveau augmente parce qu'en fait, les sources augmentent, les sources concentrées augmentent. Alors par contre, ça c'était une vision à une date donnée de la neutralité carbone, parce que c'est ce qui est dans la loi. D'ailleurs, je reprends rapidement là-dessus, à part le scénario S4, les 3 scénarios respectent ce qu'il y a dans la loi énergie-climat actuelle, qui est qu'on doit diviser par un facteur de plus de 6 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. Et qu'on doit trouver un équilibre entre sources positives et captage. Il y a juste S4 où là, il y a un talon d'émission qui est vraiment grand. Et là, on ne réduit pas par un facteur de plus de 6. Oui. Oui. Alors là, ce dont je vous parle, c'est la logique dans la loi, donc c'est sur le territoire national, les inventaires de l'UNEFCCC, etc. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une publication qui est en cours de finalisation. Là, ils sont en train de travailler sur les résultats parce qu'il arrive en bout de chaîne une analyse entrée-sortie qui permet de calculer le contenu CO2 des imports et déduire le contenu CO2 des exports, mais aussi matériaux. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais donc, plus tard, mais je ne les ai pas ici, les résultats, on va sortir, selon les différents scénarios, l'indicateur empreinte de la consommation et pas sur le territoire. Donc, vous avez raison. Hein. Et sûrement qu'il y a une différence, parce qu'il y a plus d'échanges extérieurs dans S4, donc il y a des importations, des exportations, il faudra voir. Mais c'est possible que ça change beaucoup le bilan et que là, on n'est plus du tout une neutralité carbone en empreinte. Et bien sûr, ce qui compte, c'est tout c'est les flux et l'accumulation dans le réservoir atmosphérique. Et donc, même si en 2050, la coupe, on est neutre sur tous les scénarios, dans S1, comme on réduit les usages assez rapidement, et que le déploiement technologique, il y a quand même des taux de déploiement annuels de toutes les technologies qui sont limités et bornés, et bien en fait, on réduit plus vite les émissions et sur la durée dans S1 que dans S4. Ou S4, en plus, il faut, pour le captage du CO2, il faut des années pour arriver à la maturité, etc. Donc, le stockage, il intervient assez plus tard dans la trajectoire. Et donc, du coup, on a quand même, en somme, on a quand même un peu tiré des traits pour faire cette somme, mais sur ces différentes années. En somme, on a l'équivalent de 5 années d'émissions actuelles de 2020 de différence entre les scénarios. Ce qui, quand même, d'ici à l'horizon 2050, c'est dans 30 ans, 5 années, c'est pas rien. Donc, encore une fois, par rapport à l'objectif, la norme de neutralité carbone pour une année en 2050, c'est OK, mais on ne peut pas dire que climatiquement, on est neutre dans tous les scénarios et qu'ils sont équivalents, donc il faut regarder aussi cette somme. Bon, là, je propose qu'on va discuter. Je vous avais sorti, et je vous les montre juste, vous pourrez regarder plus tard également, mais vous savez que ça existe. On a fait un certain nombre d'analyses d'impact des effets dans d'autres dimensions. Donc, on a regardé la consommation de déchets, les déchets produits. On a regardé les besoins en eau pour l'irrigation. Vous voyez, c'est toujours un peu très dépendant de cette question de la sobriété, mais après, vous pouvez regarder dans les différents chapitres le détail de ce qu'il y a derrière. Les matériaux de construction, on a regardé tout ça également. Donc là, vous avez les usages de bois biosourcés, ce qui montre l'importance dans les scénarios aussi, par rapport à aujourd'hui, une rupture à faire en termes de bâtiments pour avoir de la production de bois jusqu'à la construction, avec le changement des techniques de construction, des qualifications, etc. C'est majeur. Ça, dans tous les scénarios, et d'autant plus notamment dans S3, où là, le bois il est favorisé beaucoup de manière, par rapport à la construction. Il y a, comme je vous ai dit, une reconstruction très importante avec ce matériau qui est utilisé. Et puis, on a regardé aussi les besoins en matériaux de construction. Donc là, on a regardé par type de bâtiment, etc., différentes technologies de production, etc.
Et puis, les matériaux critiques aussi, on a regardé. Donc, il y a une publication spécifique sur ces points. Ici, c'est uniquement les matériaux qui sont liés aux technologies de la transition. Donc, les véhicules électriques, dans l'industrie, dans les éoliennes, les photovoltaïques, etc. Donc, on voit qu'il n'y a pas trop de sujets en termes de ciment, béton, parce qu'en fait, ce qui détermine les choses, c'est la construction, etc. Par rapport au volume, c'est des variations qui augmentent, mais c'est contrebalancé un peu par rapport à la contraction de la production. Par contre, là où c'est un peu critique, c'est les matériaux que je vous ai listés ici. L'aluminium et le cuivre. Donc là, vous voyez jusqu'à plus 88% par rapport à la production actuelle, enfin la consommation actuelle en S4, donc le dernier scénario. Et puis le cuivre aussi qui augmente beaucoup dans ces scénarios. Et puis le lithium et le cobalt, là, qui augmentent beaucoup. C'est des petits usages, hein, mais ça augmente beaucoup. Donc se pose la question de l'approvisionnement, de la sécurité future des matériaux et notre approvisionnement. Là, il y a un scénario de recyclage aussi. Oui. Donc, ces besoins sont prenant en considération le recyclage. C'est des besoins nets, ouais, d'approvisionnement. Donc, voilà. Dramatique. J'ai un doute quand même. Attendez. Il faudrait vérifier. Je crois que c'est là, mais je ne suis pas complètement sûr. Il faudrait vérifier. Peut-être parce que l'aluminium peut être facilement recyclé, mais peut-être le lithium, peut-être non, parce qu'ils sont difficilement recyclés. Oui. Alors là, vous avez atteigné mes limites. Il y a une publication spécifique, mais je vais regarder en sortant de la réunion. Aussi, la question, mettre ensemble le béton ou l'acier, les bétons, c'est parce qu'on importe. Parce que c'est de nature un peu différente. C'est le fait d'avoir un béton qui est vraiment élevé et qui écrase le reste. Mais oui, c'est vrai. si on fait la vision, même, comment dire, on a l'impression que les besoins en acier, cuivre, aluminium et verre est faible, mais c'est parce que. On est d'accord. C'est parce qu'en fait, voilà, moi je vous ai mis des graphiques, c'est en absolu, et je vous les traduis par rapport à aujourd'hui, en fait, ce que ça veut dire. Donc, comme le béton, si je vous mettais le béton et acier, là c'est des besoins importants, mais si je vous mettais la production de béton et d'acier aujourd'hui, actuellement, exactement. Voilà, ça écraserait tout. Voilà, oui, en effet, il faudrait refaire le graphique, ça serait plus. Je vais dire ouais, tout à fait. Je dirais à mes collègues. Je regarderai les données. Tout à fait, ouais. Et donc, l'explication est très utile, je suis d'accord. Et donc, on a aussi fait la macroéconomie, là, j'en ai parlé un petit peu. Si vous voulez, on peut développer un peu. Mais bon, voilà, j'ai déjà fait un peu l'explication générale des intuitions qu'on obtient. S'il y a une croissance, comme on l'a dit, c'est vraiment que derrière, il y a des hypothèses qu'on est plus nombreux et qu'on fait quelque chose, qu'on a quand même une activité économique. Et donc, du coup, qu'on a une productivité, que ce soit pour produire des véhicules, mais pour produire des belles pièces de théâtre. Et donc, du coup, on a quand même cette croissance de la population, plus cette productivité fait que le scénario augmente, mais on a des variations quand même sur l'usage dans ces scénarios, et c'est ça qui est intéressant à regarder, les différents mécanismes. Avec S1 quand même, où là, ça peut être plutôt cette sobriété très forte. S'il y a moins d'usage, se pose la question ensuite. Là, on reste quand même dans un cadre dans le modèle de la production qui est quand même de la production de marché, etc. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont du temps libre ne produisent pas par ailleurs et qu'il faudrait valoriser. En tout cas, en termes d'activité économique, d'emploi dans une économie quand même avec un fort taux d'emploi salarié, etc., ça peut poser des problèmes. Inversement, le scénario S2, c'est celui qui favorise à la fois de l'activité, comme je l'ai dit, c'est réparti, donc il est compliqué parce que voilà, faut coordonner tout ça, il y a des transformations à tout niveau, mais ça permet quand même des investissements d'efficacité énergétique importants qui nous fait de la sobriété sur des intrants, donc ça coûte moins cher, ça réduit nos coûts, et puis c'est de l'emploi aussi assez local, parce qu'il y a toute cette rénovation, construction, il y a de l'emploi important qui contrebalance ces nouveaux investissements, la perte d'emploi dans l'industrie plus classique, etc. Donc, en fait, il faut regarder
Le PIB ne raconte pas grand-chose de la nature des transformations économiques qu'il y a derrière. Il faut vraiment regarder les différents sectoriels. Là, vous allez voir des grosses évolutions par ménage, ce que ça veut dire la sobriété. Donc voilà, ce débat sur le PIB, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Non, mais c'est intéressant quand même de montrer que justement, cette association qui est un peu un raccourci sur la sobriété et des croissances, il n'est pas vrai. Donc, non, et ça, c'est déjà un soin de réponse. En tout cas, il n'est pas débat, du moins. Exactement. On ne peut pas dire théoriquement qu'en général, il est vrai. Et on peut dire qu'on a de bonnes raisons de penser, d'arguments, qui font que ça peut favoriser l'activité économique. On est dépendant des énergies importées, on le voit aujourd'hui, hein. Ça nous coûte très cher. Il y a une part de nos revenus énorme qu'on paye en facture pétrolière. Cet argent, on ne la dépense pas là, et qu'on la dépense dans le pays pour nos prestations sociales, pour nos investissements, etc., ça fera de l'activité économique. Là, si on a de la sobriété sur nos usages et de l'efficacité par rapport à des services énergétiques, ça, c'est la première. L'économie, c'est l'économie des ressources rares. Donc, le premier gain économique, c'est le gain d'efficacité, un service donné ou à bien-être donné. Après, il faut dire ce qu'on entend par le bien-être. Donc, si dans votre fonction de bien-être, pour les économistes, vous avez uniquement la consommation matérielle, là, le découpage sera difficile. Voilà, je vais m'arrêter là. Simplement, on a mis avec l'ADEME de l'institutionnel certaines problématiques en débat là, pour le grand public, tirer un petit peu de ce qu'on apprend de cette comparaison de scénarios. Je ne les cite pas, mais vous les avez bien compris jusqu'ici, je pense. Et puis, j'avais prévu 2 diapositives, mais c'était pour la discussion, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est l'usage de tout ça. Donc, déjà, je parle des chercheurs, etc. Donc, tout ça, c'est donné c'est avant tout une somme de connaissances à discuter, des hypothèses. On va essayer d'être le plus transparent sur les hypothèses, les chiffres qu'il y a derrière. Ça mobilise quand même beaucoup de publications, de données, de connaissances de l'ADEME. C'est déjà laborieux de faire une synthèse comme ça. Donc ensuite, ça donne une bonne petite bible pour commencer à regarder les choses. Il y a des chiffres dedans, on peut les comparer à d'autres chiffres, mais on ne va pas tout comparer non plus. On peut reprendre des hypothèses, des déductions, des effets. Et donc pour moi, c'est une base de connaissances centralisée, synthétisée, mise en cohérence, qui est important. C'est que cette cohérence, on le dit, c'est que là, c'est dans la transition, on voit bien, on ne peut pas prendre un élément sans perturber l'offre d'énergie. Si on fait ça sur les transports, si on fait dans le bâtiment, ça va avoir des effets sur les matériaux, ça va jouer sur l'industrie, le recyclage, etc. Donc, un des aspects qu'on met en avant aussi, c'est le fait qu'il faut coordonner ces transformations et que les marchés tout seuls ne permettent pas de coordonner ces anticipations sur ce qu'on va faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut une planification hors marché ou quoi, mais qu'il y a un rôle quand même de planification collective qui prenne une forme ou une autre pour que ces transformations qui dépendent des uns et des autres, il n'y ait pas déjà d'une part une attente des transformations des uns et des autres pour faire sa transition parce qu'on dépend de l'autre. Donc, c'est là où il peut y avoir des accords de transition intersectorielle qui va finalement aussi donner un climat des affaires et une prévisibilité et une réduction de l'incertitude très importante pour se lancer dans des trajectoires de changement industriel et technologique de ce ordre-là. Voilà. Et puis, la question aussi, ensuite, donc, finalement, les scénarios ADEME, c'est un peu les 2 premiers points. Mobiliser l'état des connaissances, un outil de dialogue entre expertise et aussi avec le grand public, là, si on parle de récits, etc. Et puis, de nourrir le débat public sur les grandes orientations, les décisions à prendre et ce qu'il ne faut pas qu'on rate. Donc ça, c'était prioriser les débats, etc. C'était l'apport qu'on souhaitait. Ensuite, les 2 points d'après, c'est ce qui reste à construire aussi. Ensuite, il faut que ça se décline dans des planifications, dans des choix stratégiques d'entreprise cohérents et compatibles avec tout ça. Donc, il y a le fait de dialoguer ensuite avec tous ceux qui prennent des décisions en termes de planification, de stratégie, que ce soit les collectivités territoriales, les acteurs privés, entreprises, ménages, etc. Et puis, un enjeu qui reste important, je pense, c'est ensuite le pilotage de la transition. C'est-à-dire qu'ensuite qu'on a de ces grandes trajectoires possibles, il faut arriver à suivre un peu ce qui se passe et avoir les éléments de correction de trajectoire
et de réagir assez rapidement et d'avoir un suivi en temps réel. Ça, je pense, c'est un enjeu pour le futur. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai été trop long, mais on a pu discuter un peu. Donc, je suis preneur de vos questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Mais c'est une question qu'on me pose tout le temps, donc entre comparaison avec RTE et Mégawatts. les mégawatts. Ouais, bon. Oui, c'est sûr, tout le monde est un peu sorti dans le même temps. Ce qui est normal parce que je vous ai dit la logique en fait de sortir à ce moment-là, à la fois pour les débats publics à venir sur la stratégie française énergie-climat et puis les élections présidentielles. Je pense que c'est complémentaire en fait, ça n'a pas complètement les mêmes objectifs. D'une part, l'ADEME a souhaité faire plusieurs scénarios pour faire une somme de connaissances, susciter un débat public sur ces orientations et pas prendre position en fait en tant qu'institution en disant mon scénario c'est ça, comme Négawatt. Je pense que la grande différence entre Négawatt et l'ADEME, après il y en a plein dans l'analyse. Là, il y a quand même 120 personnes, 2 millions d'euros de budget cumulé sans toutes les études qui ont financé et qui ont servi à ça. Mégawatts, ils sont 5, 6, 10. Donc, ça couvre les mêmes choses, ils ont regardé les mêmes choses. Il y a beaucoup, au-delà des chiffres de résultats finaux, il y a une somme, comme je vous ai dit, de connaissances qui est là derrière. Je pense que l'ADEME pouvait faire dans le paysage actuel. Donc, ensuite, Mégawatts a son rôle, il se situe, on dirait, entre. On a fait des comparaisons, mais je ne connais pas tout le détail, ça dépend des secteurs. Ce n'est pas exactement un scénario 1 et un scénario 2, mais c'est plutôt vers scénario 2 bas, quoi. Alors, 2, ou sur certains curseurs, on tire un peu plus en termes de sobriété. Pardon ? 1,8, je crois. Ils essaient de dire, ils nous disent ça. Bon. Et donc, mais voilà, on regarde quand même secteur par secteur. Si vous avez mes collègues du bâtiment, ils vous diraient bien les différences, etc. Et pour RTE, je pense qu'il y a une grosse différence de champ d'abord. C'est-à-dire qu'ils appellent, c'était futur énergétique, mais c'est centré sur le système électrique. Donc, c'était futur électrique, en fait. Et là, vous voyez, je vous ai finalement assez peu, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, parler que du système énergétique et déjà les énergies décarbonées, parce que, voilà, on veut mettre l'accent sur le fait que les enjeux, ils se trouvent ailleurs. En fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débat sur des infrastructures à mettre en place qui vont avoir des durées de vie longues, de 30 ans, comme le nucléaire ou des choses comme ça. Mais qu'à l'heure actuelle, la priorité, c'est de diminuer nos gaz à effet de serre en usage direct. Et c'est où ? C'est dans le transport, le bâtiment, d'avoir les ressources biomasse compatibles avec les usages qu'on veut en faire, avec le stockage du CO2 et la biodiversité. Et donc, ça se trouve tout ailleurs, en fait, les enjeux de la neutralité carbone en ordre de grandeur, que uniquement le choix entre nucléaire ou pas nucléaire. Et la variante sur S3 le montre, en tout cas pour nous. On peut faire beaucoup plus de variantes de mix. Et ça, c'est l'utilité de RTE. Et l'utilité de RTE est aussi beaucoup, ils ont une approche, ils sont tenus par la loi de faire leur étude. Et donc, ils sont aussi dans un dialogue avec les opérateurs. C'est un rôle, en fait, avec les acteurs du secteur, de parvenir à avoir des visions qui permettent une planification sectorielle. Donc, je pense que c'est de nature assez différente. Oui. Juste un point par rapport aux différents scénarios. Comme vous l'avez expliqué, les scénarios vont plutôt dépendre d'un changement radical en termes de mode de vie et d'habitude. Et les scénarios plutôt technologiques vont dépendre de la capacité de nos ingénieurs de faire pousser la frontière un petit peu, la frontière technologique. Donc pour vous, quel serait le scénario le plus probable? Alors, en fait, là, la question, on n'a pas cherché de dire c'est quoi le plus probable. Pourquoi? Parce qu'on ne veut peut-être pas le plus probable. Moi, si vous me demandez personnellement, mais là, je ne parle pas pour la même chose, ce qui est le plus probable, c'est qu'on n'atteigne pas la neutralité carbone. Donc, le plus probable ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner le plus probable. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on peut lutter contre? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne pas aller vers le plus probable et faire que autre chose devienne le plus probable?
c'est compliqué, mais c'est ça le but de la prospective en général. C'est-à-dire de re-questionner le monde dans lequel on est enchâssé, on est comme ça, pour ouvrir les possibles et discuter sur le possible et le désirable. Voilà. On est allé sur la Lune parce qu'à un moment donné, il y a un président qui a dit dans 10 ans, on ira sur la Lune. Est-ce que c'était probable qu'on aille sur la Lune à ce moment-là, technologiquement? Bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dit on va y arriver, on est des gros ingénieurs. On a récupéré l'ingénieur allemand qui faisait des fusées, là, vous savez. Donc, et donc on est fort. Voilà. Mais, donc, voilà, le plus probable, non. Après, le plus souhaitable et le plus faisable, pareil, c'est toujours une question qu'on nous pose. Alors, il y a des choses qu'on peut dire qui ne sont pas faisables de manière dure. Utiliser plus de terre qu'on en a en France, en surface, ce n'est pas possible. Consommer de l'énergie dont on n'a pas l'approvisionnement, ce n'est pas possible. Et certaines lois de la thermodynamique, donc il y a quand même des connaissances d'ingénieurs, des choses qui sont faisables, pas faisables. Donc nous, on essaie de borner les choses comme ça sur des choses. Ensuite, sur les choix technologiques, ce qui peut se faire, le déploiement. Nous, on n'a pas fait, là, des technologies de rupture qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a une publication scientifique qui dit que c'était faisable. Il n'y a pas de développement d'un nucléaire. C'est quoi? C'est fission. Voilà, il n'y a pas ça. Peut-être que ça existera, tant mieux. Mais on ne peut pas baser tout là-dessus aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on est plutôt dans. C'est comme ça qu'on a abordé un peu le faisable. Et ensuite, au sein de ces bornes, on a voulu dire que c'était ce qui était à mettre en débat, ce faisable et ce souhaitable. Et sur le souhaitable, on a voulu, il y a des réactions en ADEME au départ. Pourquoi on fait sous la S4? C'est n'importe quoi. On dit, imaginez l'ADEME, quoi. Pourquoi on fait ce truc Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi. Et puis, à l'inverse, voilà, cette anecdote, je ne sais pas si on est toujours en ligne. Mais bon, je discute avec certaines personnes, capitaines d'industrie, etc. C'est n'importe quoi, il n'y a que le c'est plus l'innovation technologique, le S3 qui est faisable, qui existe et tout, etc. Chacun a son logiciel, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de créer un peu cette discussion-là. Donc oui, S3, S4, S1, S4, ils sont. Le but, c'est de casser un peu les coutures, d'écarter. Donc, je suis désolé pour peut-être la réponse décevante, pas vous dire c'est quoi la bonne solution pour la France. Mais... Il y a aussi des questions sur Zoom. Ah, oui. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Déjà, il y a quelqu'un qui demande si vous avez valorisé l'impact de chacun des scénarios en degrés sur le réchauffement mondial. Est-ce que ça change quelque chose Non, alors, d'une part, on a une contribution en France qui est très faible au niveau mondial, ce qui n'est pas un argument pour ne pas agir en France parce que ça fait quand même de la crédibilité, déjà de dignité d'agir si on dit qu'il faut agir. Deuxièmement, il y a quand même un certain nombre d'avantages à le faire. On voit de co-bénéfices, donc on essaie de mettre les bénéfices en avant. On le voit aujourd'hui, notre dépendance aux énergies fossiles, elle n'est pas très glorieuse. Bon, voilà. Donc on essaie de développer ça parce que le mode de développement qu'on fait en soi, il n'est pas forcément souhaitable en soi. Après, au niveau international, c'est sûr que l'impact qu'on va avoir va pas être très important. Et puis, la deuxième raison qui était qu'il faudrait modéliser tout ce qui se passe au niveau du monde, et là, c'est quand même la limite de notre étude, c'est qu'on était en France, donc on nous dit, mais oui, vous ne prenez pas en compte sur ce qui se passe dans le reste du monde, etc. Mais ça permet de se dire quel monde serait compatible avec ça, on a différents mondes, et qu'est-ce qu'on devrait faire aussi comme action géopolitique dans le reste du monde pour agir, pour des alliances pour un monde qui est compatible avec ce qu'on veut faire. C'est un jour la question d'avant. Et donc, du coup, si vous voulez, on n'a pas non plus, en termes d'analyse, l'intérêt d'analyser les effets du changement climatique quand on regarde quelque chose à 2050. Parce qu'en fait, vous regardez les trajectoires du changement climatique, à 2050, c'est déjà réglé. Donc, pour le niveau français, on pouvait prendre des hypothèses de cadrage de changement climatique pour la France, qui étaient valables presque dans tous les scénarios, puisqu'il y a une inertie telle du système climatique
Puis à 2050, c'est déterminé. Donc pour nous, qu'on analyse, ce n'était pas très important. Il y a quelqu'un qui demande quand sort le rapport sur les questions input output, plutôt l'empreinte. Ouais. Oui, alors là, ils sont en train de finir d'ici l'été, je dirais. Il faut toujours être prudent, on respecte les gens qui travaillent du sang et des larmes sur un rapport. Vous savez ce que c'est. Sinon, s'il y a une autre question dans la salle, en attendant. Ouais. Il y a aussi une question sur la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il y a un des scénarios qui aboutirait à une souveraineté alimentaire décarbonée? Bonne question. Alors là, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que j'ai mes collègues du secteur agricole pour vous répondre. Bien sûr, tout ce qu'ils ont fait de leur côté sur les systèmes agricoles. Peut-être la réponse à l'indépendance. Oui, ouais, plus. Dans la discussion actuelle, vous voulez dire, oui, j'imagine. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, je vais plus commenter une actualité qu'autre chose, mais aujourd'hui, là, on voyait qu'il y avait ce projet de la ferme à l'assiette européen qui est très chahuté dans le contexte actuel, où on anticipe un rationnement justement des capacités d'import, notamment de blé, etc. Et donc de discuter, est-ce que c'est bien le moment de mettre des terres en jachère, etc. Alors, moi, ce que j'ai appris avec mes collègues ingénieurs agronomes plus que moi, parce que je suis ingénieur agronome à la base, mais ça fait longtemps, c'est qu'il y a quand même des co-bénéfices importants aussi, là encore, sur la qualité des sols, le stockage du carbone, l'agriculture agroécologie, etc., qui fait que, en termes de souveraineté alimentaire, il y a aussi cette capacité à maintenir nos sols de qualité, avoir une production durable, etc. Et après, ce qu'ils vont dire aussi, c'est que selon les scénarios-là, vous allez avoir des consommations justement de viande divisées par 3 dans le premier scénario. La pression sur les terres, elle est bien moindre. Vous pouvez en libérer pour produire des légumineuses. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'assiette dans ce scénario-là. Donc là, vous pouvez jouer aussi sur la production, l'assiette. Bien sûr, ça demande, là encore, des changements de mode de vie assez importants et des systèmes de production assez importants. Je pense que c'est tout côté Zoom. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Pour revenir sur ce que vous avez dit au début, par rapport justement aux élections, est-ce que les candidats se sont un peu situés par rapport à ces scénarios? Alors, nous, c'est vrai que c'était premier objectif. On a fait le bilan, il y a pas un premier bilan à notre comité exécutif il n'y a pas très longtemps du projet, quoi, qui a quand même été une réussite, hein, on est content. Je vous ai dit, c'est un projet d'entreprise, tout ça. C'est aussi pour le plus long terme qu'on produit des choses. Après, c'est vrai que cet impact sur les élections présidentielles, on ne peut pas dire que ça a été le sujet principal, quoi. Mais est-ce qu'on y est pour quelque chose? Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu là-dessus. Est-ce qu'on a eu l'impact médiatique qu'il faut? Ça a été quand même très largement véhiculé, etc. Oui, je pense qu'on est un peu déçu de ce côté-là, comme la plupart des gens qui auraient aimé qu'on discute d'un projet de société, comme on le voit, c'est plus un projet de société, ce qu'on a essayé de mettre en avant, que juste si on produit du nucléaire ou pas, et que ça peut parler là derrière de tous les autres sujets aussi dans ces transformations-là, quoi. Je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais oui, là-dessus, c'est sûr que c'est un échec et on n'a pas eu, en tout cas, on a eu une lettre de remerciement de notre président pour ce gros travail qu'il a vu il y a quelques semaines. Ça fait quand même plaisir, comme les équipes. C'était pas une commande. Non, voilà, ça je peux le dire clairement, c'était pas une commande. Par contre, moi, quand je discutais de la prévision de ce projet, quand je suis arrivé à l'ADEME en 2017, ce dont on a fait attention, c'est la jonction de calendrier pour que ça serve à quelque chose et que ça gêne le moins quand même. Voilà, entre sorties RTE, nous, machin, en tout cas, c'était bien parce que nous, on avait des travaux sur le système électrique, comme je vous ai dit, avec une modélisation au patin horaire qui était complémentaire. Il fallait finir
Donc, on a sorti le rapport avec peu de détails sur le mix électrique. Et ensuite, on a sorti plus de détails sur le mix électrique. Ça c'était aussi bien parce qu'il y avait RTE qui sortait en même temps. Il n'y avait pas eu le temps d'échange pour clarifier ce qui est différent et tout, surtout s'il y a des questions, c'est sensible dans le débat public, etc. Donc, c'est important de bien finir l'analyse, comparer les hypothèses, avoir ces discussions-là, le sortir ensuite. Après, il y a des télescopages, une annonce présidentielle sur la production d'électricité, on a sorti quelque chose, il y a des débats à venir, donc tout ça, voilà, c'est jamais parfaitement orchestré, etc. Mais en tout cas, on s'était bien coordonné. Moi, je me suis très bien coordonné aussi pour le compte de l'ADEME, et on a tous les liens qui se font avec la Direction Générale Énergie-Climat pour faciliter, verser tout ça pour la réflexion sur la stratégie nationale bas carbone. Donc, comme on arrivait à un moment donné, les développements d'outils, de données, ces résultats-là, tout ça leur sert. Donc là-dessus, voilà. Mais on s'était autosaisi du principe et on est quand même allé voir pour dire on va faire ça, prévenir suffisamment à l'avance, que ça soit pas. Enfin voilà, de dire l'intention, de rassurer, etc. Voilà. Après les échanges directs avec des candidats, on n'a pas trop eu. On a eu des petites choses informelles, mais pas trop eu. C'est jamais allé sur le devant de la scène. Un des éléments qui est est-ce que l'un des éléments peut être finalement, vous ne donnez pas non plus, peut-être ce qui était le point 3, des recommandations d'instruments de la solidité, effectivement, bon, comment on fait pour la mettre en œuvre? Oui. Alors ça, c'est un point, je suis content que vous l'abordiez, parce que je ne l'ai pas dit clairement, mais là, on s'est concentré sur la nature des transformations. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas toutes les connaissances qu'il y a derrière qui justifient les hypothèses, avec des connaissances sur les coûts des technologies, des économies, des choses comme ça. Mais on n'est pas allé dire voici le paquet de mesures, la politique pour le faire. Il y a deux raisons. Moi, je trouve qu'intellectuelles, moi, je tenais à ce que. Alors, par contre, il y a quand même, dans chacun des chapitres, à la fin, il y a des grandes orientations de politique publique, des choses à ne pas rater, il y a quand même des éléments, mais ce n'est pas une analyse fine de dispositifs de politique publique. Dans la macroéconomie, il y a quand même des choses, parce qu'il fallait réconcilier des prix, un environnement économique, avec ces transformations-là. Il fallait quand même qu'il y ait les signaux prix avec des fonctions de production, de consommation qui soient compatibles avec ces changements-là. Donc là, derrière, il fallait dire, même si des fois c'était assez... un prix du carbone qui doit prendre une forme, quelle qu'elle soit, on ne sait pas trop, qui était dans le modèle, mais il y a quand même des choses d'ordre de grandeur sur les signaux économiques et politiques qui sont importants. Après, politique publique, ça peut aussi être la crise en Ukraine. Là, c'est un signal très très fort, mais qui est politique, mais pas économique. On sort du. Voilà. Mais il est plus fort qu'un signal économique actuel. Donc, les signaux, voilà. Mais en tout cas, on va vers. Nous, on aimerait travailler un peu plus sur un panorama des politiques publiques, etc. Mais là, il fallait segmenter, ce n'était pas faisable du deux. Et puis en plus, je pense qu'il y a une raison, voilà, raisonnement d'économiste. Mais on peut avoir plusieurs systèmes de décentralisation d'un même optimum. En tout cas, vous pouvez décentraliser des transformations techniques, un projet. Alors, si on dit on veut transformer notre mode de développement, la première des questions qu'on disait, c'est à quoi ça ressemble, pourquoi on le fait. Donc, c'était des choses concrètes, quoi. On aura telle mobilité, il faut faire du coup tel aménagement du territoire, remonter. Il ne faut pas partir à dire ce que je veux, c'est une taxe carbone. Personne ne veut une taxe carbone. Par contre, quelqu'un peut se dire, pour obtenir ça et avoir les conditions compatibles, et là, il faut une taxe carbone. Donc, c'est un instrument de politique publique. La taxe carbone ne suffit pas parce qu'elle va pas sélectionner. Enfin, si, d'une certaine manière, peut-être qu'elle va conduire à l'un ou l'autre de ces scénarios. Mais je ne pense pas que ce soit en modulant le niveau de taxe qu'on va arriver sur le S1, sur le S2, sur le S3, sur le S4. Non, il faut d'autres instruments à côté. Mettre un taux de, par exemple, un taux d'occupation pour une maison. Vous pouvez avoir une maison il y a toute une série de normes. Bien sûr. Plus de 3 jours par semaine. Je prenais cet exemple-là. C'est juste, voilà, à niveau de prix du carbone, on sait que dans l'économie, on peut le décentraliser de plein de façons. Par un panel de normes, de prix, de taxes. Mon exemple, c'était juste de dire qu'il faut séparer
ce qu'on veut, de comment on l'obtient et quelles politiques publiques sont nécessaires. Je pense que c'est très important dans le débat. Et la deuxième question, autant difficile aussi difficile. Bien sûr. Ouais. Et elle reste à faire. Au mieux, vous pourriez générer, du point de vue conceptuel, vous avez une logique très qualifiée, finalement. C'est en quelque sorte la qualification de cette. Et la question, c'est derrière, on peut avoir potentiellement, du point de vue conceptuel, toute une série de prix implicites. Mais ces prix implicites, comment on les met en œuvre dans les pays? Oui. Non, mais ça, c'est la discussion. C'est pas juste le prix implicite. Voilà. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est la discussion à avoir avec ces scénarios et ensuite, il y aura des évaluations d'alternatives de politiques publiques différentes pour atteindre les objectifs. Et ça c'est important qu'il y ait. Mais c'est en dehors de l'analyse qui est faite là. Donc, c'est des questions très importantes. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand on dit sur la planification, là, on ne dit pas le scénario S3, on dit justement c'est un truc. Les entreprises, elles peuvent se mettre des normes, se coordonner, avoir une innovation et ça marche. Forcément, elles vont devoir se coordonner d'une certaine manière, mais il peut y avoir plus d'États, plus de planification, plus de marchés différemment. Alors, donc ça reste à discuter. J'entendais la planification au sens où, actuellement, vous définissez tous les flux physiques en faisant abstraction quelque part des valeurs au sens économique. Oui, donc c'est en ce sens que je parlais de planification. Vous dites, voilà, si on veut modifier le système agricole de cette manière-là, il faut aussi modifier le système de production de carburant de cette manière-là. Oui, faire modifier les transports. Voilà. Ouais. Il y a tout un ensemble de flux physiques cohérents que vous créez, mais effectivement, en tant qu'économiste, j'ai envie de me dire, bon, et maintenant, comment on fait pour arriver à l'un ou à l'autre? Tout à fait. Et donc ça, c'est la grosse question pour l'avenir. Donc on parle qu'il faut quelque part, il y a une telle coordination à travers quelque chose qui n'est pas marginal. C'est pas de l'optimisation de nos systèmes. Là, il y a vraiment des bifurcations technologiques, des choses très importantes qui se passent là derrière, qui demandent. C'est un enjeu de coordination inédit. Quels seront les instruments de régulation au sens large, en sciences sociales, la régulation, qui peuvent permettre ça. Et ça, c'est une grosse question. Donc, il y a une évolution des normes. Là, quand on parle de sobriété, c'est aussi une évolution des normes. La première étape, c'est d'évoluer dans sa tête de ce qui est souhaitable, pas souhaitable. Et ça va se refléter ensuite, etc. En tout cas, le point de départ, c'était de partir sur les éléments en effet concrets de ce qu'on aimerait avoir comme projet. Oui, je vous ai vu. En fait, apparemment, vous avez regardé quelles étaient les possibilités de transformation dans des termes de sécurité dans des conteneurs volés. Et je pourrais regarder comment les mettre en œuvre dans les politiques publiques. Est-ce que, en fait, le choix des journées, c'est une répercussion sociale sur les gens, en fait, et c'est tromper la recherche qui est déjà un peu pris en compte la répercussion des différents scénarios sur les études sociaux. Oui, alors en fait, on a eu, il y a une publication là déjà qui est, il y a eu des entretiens avec 31 personnes pour évoquer ces scénarios et voir déjà leur représentation sur ce qui est inacceptable pour eux, ce qui va leur poser problème dans leur vie, comment ils se projettent là-dedans. Ça, on l'a fait vraiment, et c'est pour ça qu'on construit aussi sur des récits et l'importance des récits. On ne se limite pas à juste ce qu'on peut chiffrer, etc. Souvent, il y a des choses très importantes, c'est celles qu'on ne chiffre pas, qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient et sur lesquelles on ne met pas l'accent. Les récits permettent à des gens de se projeter sur des choses auxquelles on ne pense même pas, côté analyse, etc. Et d'essayer de se voir dedans, ça leur fait penser à des choses, ça résonne avec leur vécu, leurs valeurs, etc. On a eu un premier travail là-dessus. Il y a une publication, vous pouvez regarder déjà, c'est intéressant, c'est pas du tout représentatif, hein. C'est 31 personnes, etc. Donc on poursuivra des analyses un peu sociologiques de ce type-là. On a des baromètres ADEME sur les valeurs, des choses comme ça. On a fait des focus sur la sobriété, des choses comme ça. En dehors de cet exercice-là particulier, on va utiliser un peu ces scénarios comme cela. Et puis ensuite, en effet, les aspects sociaux, c'est important. Il y a un travail en cours qui sera publié encore plus tard, celui-ci, d'analyse d'effets redistributifs entre ménages. Donc là, on va devoir faire plein d'hypothèses, etc. Mais on va regarder dans les données d'enquête du budget de famille, on peut calculer l'empreinte carbone de différents ménages qui habitent là,
sont différenciés selon une sociodémographie, etc. Si on ajoute ces transformations, les évolutions des revenus, des dépenses, les inégalités, etc., qu'est-ce que ça fait en net? Qu'est-ce qu'on arrive à voir dans tout ça? Donc, on va regarder ces choses-là parce que, bien sûr, ce qu'on nous dit toujours sur le scénario 1, oui, c'est bien la sobriété, mais là, vous dites, c'est à la fois selon la contrainte, etc. Vous n'explicitez pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est fait un peu exprès? C'est un peu le débat, on ne sait pas. Ça dépend des scénarios aussi. Et ça dépend des scénarios. Il y a des problèmes d'acceptabilité, des enjeux sociaux, dans tout, en fait, technologiques. Ce qu'on essaie de répondre, c'est que tous les scénarios ont des transformations dans toutes ces dimensions. Par contre, ce qui va tirer, et puis les risques, les paris, les valeurs qui sont reflétées, les choses comme ça sont différentes. C'est ça qu'on essaie de faire une discussion dans ce risque. Mais en effet, oui, des analyses comme ça sont très intéressantes. Et puis, on ne pourra pas tout faire, nous, en tant qu'ADEME. Donc, l'idée, c'est que allez-y, récupérez ces choses-là, développer des analyses dans des coins qu'on n'a pas regardés, désigner des angles morts, discuter des hypothèses, modifier des mécanismes. Les données que vous allez utiliser sont disponibles. Oui, alors ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a mis tous les données des graphiques, ce qui est déjà beaucoup, de manière disponible. C'est toujours possible de faire des requêtes sur des choses, quand vous faites des choses très précises. Et puis là, on travaille pour mettre une base de données un peu plus complète. Alors, notamment des bilans globaux, gaz à effet de serre, etc. Tous les éléments qu'on récupère des différents secteurs, comment ça se combine pour avoir l'image d'ensemble. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de données. Et puis, par contre, sur certaines analyses sectorielles, ce n'est pas toujours très simple. Parce que, bon, selon certains services de l'ADEME, il y a eu des modèles, soit c'est des tableurs Excel, donc là, ils sont faciles à mettre à disposition, etc. Et des fois, ils ne sont pas toujours, enfin, on sait ce que c'est, quoi. Pas toujours complètement propre, on a un peu peur aussi comment c'est utilisé. Donc, voilà, on essaie de développer au maximum de transparence de choses, mais quand même des choses qu'on comprend un peu, quoi. Et puis, des fois, il y a eu des appels à des prestataires, et des fois, on n'a pas accès à tout. Donc ça, moi, j'essaie de faire évoluer en disant, même si on fait appel à un prestataire qui a un modèle qui lui appartient, etc., il faut qu'on puisse avoir… Après, les modèles qu'on parle, c'est juste les données… Oui, mais des fois, on n'a pas tout. Enfin, voilà, c'est que… Donc, n'hésitez pas à nous dire, on fait le plus possible. Après, c'est un énorme boulot. Donc, la transparence complète de tout, c'est dur. On essaie de quand même s'améliorer. Et on a mis beaucoup d'efforts quand même sur le discours sur les hypothèses. Il y a quand même un bilan des rétrospectives, un bilan de l'état existant qui est très travaillé, qui est intéressant aussi, qui peut vous intéresser. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.